Bonjour, alors bienvenue à cette rencontre de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Alors, mon nom est Suzanne Masson, je suis coordonnatrice pour les services aux proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Souvent, nous disons ABIO. La rencontre d'aujourd'hui est rendue possible grâce au financement de l'appui Capital National. Et le type de rencontre, habituellement, est un atelier causerie qui va durer 2 heures et demie, 3 heures, que je fais avec les proches aidants, de façon mensuelle. Pour la situation actuelle, pour s'adapter à la pandémie, nous avons choisi de vous faire donc des présentations virtuelles. Alors, tout ça est enregistré et sera rediffusé sur, le site internet de la bio, sur, la page Facebook de la bio et sur notre chaîne YouTube que vous pouvez rejoindre en, en cherchant Coordo à bio. Alors voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'anxiété, comment la reconnaître et comment intervenir. Alors, débutons maintenant. Excusez-moi, on y va. Alors, on va commencer par observer, définir l'anxiété, pour, être sûr de parler tous de la même chose. Et nous allons voir, aussi les actions qui peuvent être prises pour intervenir. On va continuer. Donc, voilà. Je veux vous rappeler que, l'anxiété, c'est un réflexe normal. C'est une réaction normale, qu'on classe dans les émotions, qui, apparaît comme on vous l'écrit ici quand on se sent en danger ou menacé. Ça peut être une véritable menace, un véritable danger qui se présente à vous. Ça peut être aussi, hem, le fait d'un scénario qu'on s'est créé dans la tête. Alors, si, vous étiez là, au début du mois, quand j'ai fait, l'autre présentation, je vous parlais du mammouth. Alors, c'est ça, le mammouth, c'est quand on se crée des scénarios, on projette quelque chose qui pourrait potentiellement arriver, on développe de l'anxiété, suite à cette, imagination-là et ça devient vraiment un problème. En effet, ça peut devenir néfaste ou négatif, problématique, l'anxiété, lorsque ça se manifeste de façon excessive et que ça va, créer une impression de menace réelle chez la personne, que ça va durer dans le temps, donc ça va persévérer et que ça va intervenir dans vos activités, ça va vous empêcher de répondre à votre fonctionnement quotidien. Quand, là, je vous parle, et dans pour les proches aidants, excusez-moi, je cherche mes mots. Donc ce que je veux, vous dire, c'est que, vous savez, le fait d'être proche aidant, dans la situation de pandémie ou non, d'anticiper les problématiques, que notre aidé peut vivre ou anticiper le manque de ressources peut créer une anxiété qui va être amplifiée par rapport à la réalité. Alors, ce qui est important, c'est d'aller chercher de l'aide, de développer un réseau qui va vous donner du support. Mais on va regarder ça ensemble. Alors ici, certains événements peuvent aggraver les symptômes, faire ressurgir certaines angoisses. Notons aussi que de nombreuses personnes atteintes de troubles anxieux ne sont pas diagnostiquées, ne bénéficient donc pas d'un suivi médical. Alors, ce que je voulais vous parler, qui est important de noter pour les troubles anxieux, c'est la sévérité qui va être variable. Alors, c'est, une personne pour la même personne, il peut y avoir, l'installation d'un problème anxieux qui va être un jour vivable et le lendemain pénible. Dans la même journée aussi, ça peut changer. Alors ça va dépendre de chaque individu. Quand on parle de sévérité variable, ben, vous savez, l'anxiété, quand on parle de troubles anxieux, c'est quelque chose qui est inscrit dans on appelle le DSM-4, DSM-5 maintenant, donc qui est traité à travers les maladies de santé mentale et c'est important parce que dès que votre quotidien est perturbé, c'est un problème de santé mentale parce que ça vous empêche de bien fonctionner. Donc c'est une maladie qui s'installe, on pourrait le dire comme ça.
Certaines personnes qui vont souffrir d'anxiété sont incapables de mener une vie normale et c'est plus fréquent qu'on le pense. Par exemple, vont anticiper toutes les étapes avant de quitter la maison et donc tout ce qui doit être fait. Et en plus, comment va se passer la route, comment va se passer l'entrée au bureau et tout ce qui est à faire pour la journée ou notre travail, alors que les gens ont encore leur pyjama sur le dos, là. Alors, là, on est dans une démarche d'anxiété importante qui va demander un support. Donc, et comme je vous disais, il y a des gens pour qui il va y avoir des crises qui vont être plus ponctuelles. Ça peut être associé à des événements ou à des dates ou à un choc qui a été vécu dans le passé. Alors ça, c'est à ne pas négliger parce que l'anxiété va augmenter graduellement quand on va se rapprocher de la date ou de l'événement marquant qu'il y a eu dans la vie. Et ça va faire que ben, la qualité de vie euh, va diminuer plus on va approcher de la date. Alors, c'est important d'avoir des mécanismes qui vont nous permettre d'aller chercher de l'aide. Les causes des troubles anxieux, ben c'est ça, c'est pas parfaitement connu parce que, comme je vous l'ai dit, c'est variable d'une personne à l'autre. On pense qu'il y a peut-être dans les recherches, on voit qu'on soulève, il pourrait y avoir des facteurs génétiques, physiologiques et environnementaux. Alors, quand on parle de génétique, donc ça vient de la personne elle-même. Elle est venue au monde, c'est une personne anxieuse, elle est venue au monde comme ça. Donc, ça fait partie de sa lecture dans son ADN. Au niveau physiologique, c'est vraiment un problème au niveau de la chimie de son corps, de son métabolisme qui fait qu'il y a une désorganisation qui va se faire. Ça peut être hormonal ou autre. Donc, ça peut être géré par une médication ou par un type d'alimentation bien particulier. Alors, c'est pour ça que c'est important d'aller chercher du support. Quand on parle d'environnementaux, ce que on veut dire par là, c'est que ça peut être créé non seulement par tout le phénomène social qui est autour de nous, qu'on est surmédiqué, lisé. On a trop de médias, donc, qui nous amènent beaucoup d'informations. On est trop stimulé à ce niveau-là et on va recevoir de façon répétitive la même information plusieurs fois dans la journée. Donc, ça donne une impression que la situation empire alors on ne fait que répéter l'information. Alors ça, ça fait partie de l'environnement. Il y a aussi le contexte familial. Euh, il y a des recherches qui prouvent que des enfants élevés dans un environnement avec des adultes anxieux, ça va faire eux-mêmes des adolescents et des futurs adultes anxieux. C'est comme un mode de vie qu'on apprend. Alors, à ce moment-là, on peut travailler en désensibilisation, en modifiant les patterns. Fait que tout est faisable. Personne n'est abandonné à son sort. Bon, finalement, on sait que la survenue d'un trouble anxieux est liée, entre autres, à des perturbations physiologiques, on vient d'en parler. Au niveau du cerveau, bon, ben, les hormones, il y a une partie de nos hormones qui sont gérées par notre cerveau, je vous rappelle ça. Et au niveau de certains neurotransmetteurs. Bon, là, on parle des messages. Alors, dès qu'on parle de tout ce qui est métabolique, oui, pensez juste à maladie d'Alzheimer, Parkinson, tout ce qui est trouble, confusion. Heu, on parle des neurotransmetteurs. Il y a presque toujours de l'anxiété qui est liée à ça, mais en même temps, j'ai le goût de vous dire, faites attention parce qu'en vieillissant, on est tous un peu plus anxieux. Il y a des gens qui, au contraire, vont avoir, comment je pourrais bien dire, un abandon total, une confiance que, ben, les choses vont aller comme elles vont aller, mais majoritairement, dans la société actuelle où on vit, où on veut rester le plus jeune possible, le plus longtemps possible, le plus performant possible, le plus longtemps possible, le plus en forme possible, le plus longtemps possible, éviter les maladies. Donc, on installe un phénomène d'anxiété qui est lié avec l'avancement dans le temps. Donc, ce n'est pas dans l'histoire génétique du vieillissement de devenir anxieux. Mais dans la société actuelle où on vit, on a installé ça par le désir de rester beau, jeune, en santé et performant. Alors ça, c'est
autre chose. Donc, c'est des choses à ne pas négliger. Vous n'êtes pas responsable de tout, mais vous pouvez faire des choix. C'est là que votre responsabilité entre en jeu. Alors, voilà. Quand le stress devient une maladie, c'est que je voulais surtout prendre le temps avec vous de démêler qu'est-ce qui est du stress et qu'est-ce qui est de l'anxiété. Vous pouvez avoir vécu dans le passé un événement traumatisant ou stressant qui va avoir installé une crainte que cet événement-là revienne. Alors là, il va y avoir de l'anxiété par rapport, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à une date ou par rapport à certains événements. Il y a des gens qui vont développer des phobies. Il y a des gens qui ont peur à des fêtes d'enfants parce qu'ils ont peur des ballons, parce qu'ils ont peur des clowns. Ils ont développé une phobie de ces situations-là. Donc, il y a une anxiété qui se prépare quand ils sont invités à une fête d'enfants où ils anticipent qu'il pourrait y avoir des ballons, des clowns. Et là, s'installe un stress. Et c'est là que peut devenir un phénomène de maladie, c'est quand on n'en sort plus, qu'on ne prend plus le contrôle de ça et qu'on n'est plus capable d'être rationnel par rapport à ça. Si ce genre de situation-là vous ressemble, ce que je vous invite à faire, comme reprenons l'événement d'une fête d'enfants, on sent que l'anxiété monte, ben, l'idéal, c'est communiquer avec les gens. Dites-leur, est-ce que moi, j'ai des phobies? Est-ce qu'il va y avoir des clowns? Est-ce qu'il va y avoir des mascottes? Il y a des gens qui sont phobiques des mascottes. Est-ce qu'il va y avoir des ballons gonflés? À quel moment ça va avoir lieu? Vous pourriez pas vous priver. Juste dire à quel moment, est-ce que c'est au début, c'est à la fin de la fête? Et alors, vous pouvez choisir à ce moment-là quand vous pouvez intervenir, comment vous pouvez intervenir et en même temps, vous donner le signal, excusez-moi, aux gens que, ils peuvent choisir un environnement où dans tel secteur de la fête, il va y avoir ces éléments-là anxiogènes pour vous, mais dans telle autre salle ou tel autre secteur, il y en aura pas. Alors, vous pouvez participer quand même à la fête et ça peut être gérable. Alors, ça va devenir une maladie quand vraiment, vous devenez dysfonctionnel, que vous vous isolez, que vous évitez les gens. Alors, il faut faire attention à ça. Attendez un petit peu, je vais rien oublier, je regarde dans mes notes. Oui, c'est ça. Il y a une hormone qu'on appelle le cortisol, qui est l'hormone qui intervient sur le stress, qui va jouer un rôle. Donc, habituellement, quand la cortisol commence à être sécrétée, vous allez ressentir le phénomène de stress un peu plus grand. L'anxiété chez les personnes âgées, bon, je vous le disais tout à l'heure, j'avais anticipé un petit peu la diapo. C'est ça, le fait de savoir qu'est-ce qui arrive puis de me pratiquer. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est fréquent. Il y a cette partie-là. Il ne faut pas devenir parano de dire ah, une personne âgée, ils sont tous anxieux. Non, pas tous, mais c'est fréquent. Ça va devenir sérieux et difficile à dépister parce que en vieillissant, il y a ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au phénomène de société, le conditionnement social qu'on a, qu'on veut rester beau, bon, parfait. Donc, ça va faire qu'en vieillissant, malheureusement, ce qu'on voit présentement plus fréquent chez les gens de 80 et plus, 80 ans et plus, les gens vont cacher de l'information ou vont, ce qu'on va dire, somatiser l'anxiété. Alors, les gens vont se plaindre de douleurs au bras, mal au ventre, problèmes de digestion, mal aux jambes. Ça peut être, ils vont associer un mal physique à l'anxiété. Donc, et ça, on va le voir beaucoup aussi chez les jeunes enfants. Parce qu'ils manquent de mots pour exprimer ce qu'ils vivent, puis ils ne reconnaissent pas toutes les émotions. Euh, alors ça devient difficile à ce moment-là de dire qu'est-ce qui est l'anxiété parce qu'on va s'intéresser à la douleur que la personne ressent qui est physique. Alors, on a des petits trucs dans ce temps-là qui vont nous aider à dépister l'anxiété ou le mal physique. Ça va être de vérifier, de se poser des questions comme à quel moment, depuis quand vous avez cette douleur-là? À quel moment c'est arrivé? Qu'est-ce qui se passait autour de vous? Parfois, c'est comme ça qu'on va s'apercevoir
dans le langage, quand la personne va nous parler, c'est j'ai reçu un téléphone, là, ma fille m'informait qu'il va y avoir la fête d'enfants à telle date. J'ai vérifié dans mon agenda, tout était correct. Mais je ne sais pas, on dirait que c'est dans les jours qui ont suivi. Puis là, on approchait de la fête, mais je me sentais pas bien. Puis et vous allez voir dans l'échange verbal, il y a des indices qui vont nous permettre d'identifier que ah, c'est peut-être de l'anxiété. C'est peut-être aussi un problème physique. Il y a un moment donné, j'avais vu une bulle d'humour. Il y a une personne âgée qui est en fauteuil roulant puis qui se plaint de douleur à une jambe, qui dit: «Ah, j'ai mal à mon genou, j'ai mal ici quand j'essaie de plier ou allonger ma jambe». Et la personne qui l'aide à côté, l'aidant lui dit: «Oui, oui, c'est normal chez les personnes âgées». Puis la personne âgée lui répond: Non, c'est parce que là, j'ai pas mal aux 2 genoux, puis hier, j'avais pas mal, puis ça fait, 8 ans que j'ai plus de 80 ans ou». Alors vous voyez, il faut faire attention de ne pas non plus tomber dans l'excès inverse de dire: «Ah oui, oui, toutes les personnes âgées ont mal partout». Il faut prendre le temps de poser des questions puis d'écouter les gens. Oui, c'est ce qui va faire aussi, imaginez, donc vous êtes un aidant, vous êtes habitué avec la personne, ça va être difficile d'identifier qu'est-ce qui est de l'anxiété, qu'est-ce qui est vraiment un problème physique peut-être qui est en train de se développer ou autre. Et imaginez pour le médecin qui voit la personne, quelques fois par année. Alors c'est ça, donc c'est toute une stratégie qu'il faut apprendre à développer pour, bien identifier. Il y a aussi qu'associé à l'anxiété, il y a on appellerait des effets secondaires. Alors, des étourdissements, des tremblements, des palpitations cardiaques, ça va être lié à l'anxiété aussi et ça va être lié aussi à un trouble cardiaque important. Ça peut être lié à un problème diabétique, mais ça vous voyez, ça peut être lié à l'anxiété aussi. Donc, il faut faire, bien attention à tout ça. Donc, commencez par identifier le symptôme d'anxiété avant d'identifier donc en posant des questions. Ah, pardon. Il y a aussi que dans notre phénomène culturel actuel, au Québec en tout cas, parce qu'on est au Québec, nous, c'est pas dans la culture de nos aînés de parler de l'anxiété ou de leurs problèmes émotifs. Euh, Heureusement, ça a changé avec le temps, donc on va entendre de plus en plus fréquemment des gens maintenant, 40, 50, 60 ans, qui vont dire Ah oui, je me sentais anxieux, j'ai pas aimé ça, tel événement qui s'est passé, j'ai eu peur quand il y a eu telle chose. Mais avant, c'était pas des émotions reconnues et validées. Donc, c'est très rare qu'une personne âgée va dire Ah oui, je vis de l'anxiété, j'aime pas ce qui se passe présentement. La personne va le verbaliser autrement. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'écouter. Bon, alors ici, je vous parle de plusieurs troubles anxieux, différents types qui sont catégorisés comme ça ici. Donc, on parle du trouble anxieux, le trouble obsessionnel compulsif et les autres troubles associés, les troubles associés au stress et au traumatisme. Bon, je vous ai déjà, comme depuis le début de cette rencontre-là, je vous ai comme un petit peu tout combiné ça. Alors, il y a le trouble anxieux qui est reconnu dans le DSM-4. Quand on dit trouble, déjà, c'est qu'on peut poser un diagnostic. Mais pour poser un diagnostic, il faut être médecin spécialiste là-dedans, ou psychologue ou psychiatre, pour être capable de poser ce diagnostic de trouble anxieux. Et avant de parler de trouble anxieux, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans le quotidien de la personne, dans son style de vie, dans ses patterns de vie, qui peut faire qu'on alimente l'anxiété. Donc, ce n'est pas nécessairement un trouble anxieux, mais c'est des mauvaises habitudes de vie ou des pensées qui sont alimentées d'une façon malsaine. Excusez-moi. Maintenant, quand on parle du trouble obsessionnel compulsif et des troubles associés, on est toujours dans une situation où il y a un diagnostic, donc un professionnel de la santé mentale qui est intervenu et qui peut donc vous aider
Dès qu'on parle de professionnels, vous pouvez avoir un support au niveau des médicaments, au niveau alimentaire, au niveau du style de vie. Vous pouvez avoir des organismes qui vont vous aider à tout gérer ça. Vous n'êtes pas abandonné avec une bouteille de pilule, là. On est vraiment très avancé maintenant dans la science au niveau de ces situations-là. Donc, souvent, on va parler des TOC, troubles obsessionnels compulsifs, TOC, TOC. Et les autres troubles associés, donc, c'est vraiment une anxiété exagérée, bien souvent, bon, les problèmes d'insomnie qui vont s'installer, tout ça. Alors, si on reprend un petit peu l'histoire de tout à l'heure que je vous disais, la personne se lève, elle a encore son pyjama sur le dos, mais elle anticipe la température, tout ce qu'elle a à faire dans la maison avant de sortir, comment se rendre à l'autobus ou au travail, comment ça va se passer au travail, comment elle va être accueillie là-bas, qu'est-ce que c'est toute sa journée. Alors là, on peut parler, peut-être qu'il va y avoir un trouble obsessionnel compulsif qui va s'installer comme vérifier plusieurs fois si le four a bien été éteint dans la préparation du déjeuner, vérifier plusieurs fois si les portes ont bien été barrées. Ça veut dire plus la personne va être dans sa voiture ou va être à l'arrêt d'autobus, va revenir pour vérifier. On est vraiment dans des troubles obsessionnels importants. Alors, c'est important d'en parler à des intervenants pour recevoir de l'aide qui est appropriée. Associé au stress ou au traumatisme, alors là, vous voyez, comme on est en période de pandémie, ce bout-là est intéressant pour tout le monde. Avant de dire que c'est un trouble, on va mettre ça un petit peu, on va mettre un peu de relatif là-dedans. Ça va devenir un trouble si, dans votre style de vie, vous devenez désorganisé, vous n'êtes pas capable de gérer votre quotidien. C'est probablement un trouble qui est en train de s'installer. Allez chercher de l'aide médicale ou autre. Tout ce qui est présentement associé à la pandémie, je vais vous en parler dans une prochaine rencontre. On va parler du choc post-traumatique. On est tous en choc post-traumatique présentement à travers le monde. C'est très rare. On le voit, là, ça arrive à peu près aux 100 ans où, lorsqu'il y a des guerres importantes, où tous les pays sont sollicités, il va se développer des traumatismes, de l'anxiété qui devient presque chronique chez beaucoup de gens, et c'est normal. Il y a un stress du quotidien et du demain et du devenir de chacun. Alors là, il va peut-être s'installer des traumatismes qui pourraient rester permanents chez des personnes plus sensibles que d'autres. Alors, ça va dépendre de chacun. Donc, on va en parler au mois de mai. Dans quelques semaines, je vais vous présenter une autre vidéo là-dessus et on va pouvoir en discuter davantage. Là, on n'aura pas le temps de tout faire si on veut se parler de l'anxiété. Je vous rappelle qu'habituellement, c'est une rencontre qui dure 2h30 à 3 heures. Et même pour l'anxiété, je le faisais en 2 rencontres parce qu'on avait un petit test pour s'auto-évaluer et là, on regardait toutes les avenues possibles. Excusez, je regarde mes feuilles, puis je ne comprenais pas, ma diapo ne fonctionnait pas. J'avais changé un petit peu la place de mon... oups, attendez, je vais essayer ici. Bon, voilà. Alors, les symptômes d'anxiété vont varier d'une personne à l'autre et comprennent en général plusieurs de ces signes. Alors là, il y a toute une liste, là, hein. Alors, vous pouvez vivre un ou plusieurs de ces symptômes-là que vous voyez à l'écran. Ce qui est important, c'est retenez, si ça dure dans le temps, si ça va en augmentant, si ça vous empêche de fonctionner au quotidien, c'est important d'aller chercher de l'aide. Alors, si vous êtes proche aidant, je vous invite à communiquer avec la ligne Info Aidant. On va voir le numéro tout à l'heure à la fin. On l'a vu au début, à la première diapositive aussi. C'est important, ils vont pouvoir vous diriger vers la bonne ressource. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir 10 numéros de téléphone. 1 ou 2 numéros de téléphone, de bonnes ressources qui vont vous diriger vers les bons endroits, c'est excellent. Alors, donc, si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces symptômes et que ça va en amplifiant et que ça dure dans le temps, je vous invite à téléphoner donc à Info Aidant, si vous êtes proche aidant. Si c'est vous qui le vivez ou votre aidé, vous pouvez peut-être remarquer toutes ces petites choses-là. Il peut y avoir un problème physique. Ça peut être le métabolisme qui réagit, les hormones qui sont désorganisées, comme on en parlait tout à l'heure, la cortisol qui entre en jeu à cause du stress. Mais faites pas de diagnostic. Allez chercher de l'aide. Et je vois troubles du sommeil. Présentement,
tout le monde a des troubles du sommeil, ou majoritairement, parce qu'on ne sait pas comment va être demain et qu'à chaque jour, les premiers ministres et présidents des différents pays et États nous parlent de qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers 24 heures. Donc, on apprend à vivre au quotidien. Ça va peut-être nous donner des bonnes façons de vivre parce qu'on va vivre le moment présent et moins anticiper l'avenir. Mais en même temps, pour le moment, on est en période de transition. Donc, le trouble du sommeil, ça, je veux dire de ne pas vous inquiéter, mais en même temps, soyez vigilants. Si vous avez un trouble du sommeil qui persiste et qui vous empêche de fonctionner dans le quotidien, allez chercher de l'aide. Si vous êtes capable de récupérer avec une petite sieste ou en faisant des exercices de relaxation, alors il n'y a pas de problème. Mais attendez pas que votre vie soit perturbée pour ça. OK. Alors là, par rapport au syndrome du stress post-traumatique ou le choc post-traumatique, souvent, on va dire. Alors, donc, juste pour vous permettre d'attendre notre prochaine rencontre, le malaise est profond quand on est en choc post-traumatique. C'est une peur intense qui va survenir à la suite d'un événement traumatisant et ça peut être quelques mois après. Alors, ça se peut que pendant toute la pandémie, on voit des gens qui ont l'air très bien, et qui vous disent que tout va très bien. Et quand tout va être résorbé, au moment où on va reprendre le quotidien, ces gens-là vont se désorganiser ou vont vivre beaucoup de symptômes. Alors, ils vont être en choc post-traumatique. Habituellement, le choc post-traumatique est après l'événement. Mais là, on est dans un événement qui dure dans le temps. Quand on est dans des événements qui durent dans le temps, le choc post-traumatique s'installe pendant qu'on est dans l'événement. Alors, c'est pas parce que ça s'appelle post que le traumatisme n'est pas débuté. Fait que, faites attention, là, la sémantique n'est pas nécessairement révélateur d'un état. Là. Attendez un petit peu parce que là, je m'aperçois que je n'ai pas suivi mes numéros de diapositives. Bon, OK, ça va. Excusez-moi. Bon. La survenue de troubles anxieux ne s'applique pas vraiment de façon rationnelle, ne s'explique pas de façon rationnelle. Alors, c'est difficile, donc, de savoir qui risque d'en souffrir. Comme je vous disais tout à l'heure, présentement, nous, à l'Association bénévole, on offre un accompagnement téléphonique auprès des gens de plus de 70 ans et plus, ou de gens qui auraient pu demander d'avoir des appels pour couper un peu de l'isolement. Et il y a des gens qui, après, dans la 3e semaine, 4e semaine, qui ont commencé à nous dire « Je me sens triste et même j'ai de la difficulté à gérer mes pleurs. » Mais ça, c'est normal parce qu'on est dans une situation particulière. Donc, il y a un trouble anxieux qu'on explique difficilement, qu'il y a quelque chose de rationnel qu'on n'est pas capable d'attacher à une émotion. L'émotion est intense, il faut que ça sorte, que ça s'explique. On comprend ce qui se passe, on peut expliquer la pandémie, tout ça, c'est bien beau, mais ça explique pas le surplus d'émotions qui nous envahit. Alors, c'est ce qu'on veut dire là-dedans. Et c'est pas en disant à quelqu'un, ben calme-toi, ça va se passer, tout va bien aller. On entend ça beaucoup, là, ça va bien aller. On veut être rassurant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas que vous pouvez vivre des situations difficiles. On reconnaît, tout le monde s'entend que on peut tous vivre présentement de l'anxiété, du stress, un choc post-traumatique, une désorganisation. On est en train de restructurer notre quotidien, notre vie et donner un sens nouveau à notre façon de vivre et d'agir pour les prochaines années. Alors, c'est normal qu'on ait de la difficulté à rationaliser tout ça. C'est vraiment exceptionnel. Alors, soyez bons pour vous, c'est vraiment important. Et vous n'êtes pas responsable de tout ce qui arrive. Puis, de trouver un coupable, pour le moment, ça ne nous servira à rien. Ce qui nous sert présentement, ce qui va vous aider, c'est d'avoir du support autour de vous, d'avoir des gens avec qui vous pouvez parler de comment vous vous sentez. Ça aide à diminuer l'anxiété. Ça vous aide aussi à trouver un sens à ce que vous vivez et à ce que vous faites dans le quotidien. Parmi les inquiétudes les plus répandues chez les aînés, donc la peur de devenir dépendant, la peur de perdre la mémoire, de devenir sénile, la peur de mourir seul,
la peur de se faire abandonner par ses enfants et la peur de chuter, de faire des chutes. Vraiment là, vous avez dans toute cette présentation-là, tout ce qu'on entend chez les gens du 4e âge, on pourrait dire. C'est vraiment un phénomène et donc qui est amplifié présentement par la pandémie. Et malheureusement, cette anxiété-là, ces peurs-là vont faire que ça va amplifier plusieurs situations comme devenir plus dépendant. On devient plus dépendant parce que on doit attendre l'autorisation d'être autonome, de sortir et de faire des choses par nous-mêmes. On peut avoir des problèmes de mémoire parce qu'on ne sollicite plus notre cerveau de la même façon. On ne voit plus les mêmes gens, on ne parle plus autant qu'avant, on ne lit plus les mêmes choses et notre cerveau est très occupé à gérer la situation actuelle, à essayer de comprendre tout ça et à se réorganiser comme chaque individu et comme société. Alors, vous voyez, là, il y a une partie là, qu'on ne peut pas contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est soi. Là, la peur de mourir seul, probablement que dans les résidences, c'est très présent. Ce qui est important, c'est de se rappeler à tous que on n'est pas... Ma mère est en CHSLD, est en résidence. Je ne peux pas y aller. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Et il faut faire confiance. Il y a des gens autour qui donnent des soins. Ces gens-là, ce sont des êtres humains. On entend présentement que tous ces gens-là sont surchargés et sont épuisés. Il reste que ce sont toujours des humains et qui sont capables d'accompagner les gens dans leurs derniers moments. Il faut faire confiance qu'il y a des gens bons qui sont alertes et qui vont tenir la main et être présents pour les gens qui sont en fin de vie. Alors, c'est tout ce qu'on peut faire présentement. Quand même qu'on crie, qu'on essaie de tout briser autour de nous, qu'on fait des pétitions, la situation est exceptionnelle. Rappelez-vous de ça. Donc, il faut apprendre à faire confiance aux gens autour de nous. Il faut apprendre à faire confiance aux professionnels, aux spécialistes et aux gens qui sont là tous les jours depuis plusieurs années auprès de nos aînés et qui leur donnent les bons soins. C'est tout ce qu'on peut faire. Alors, reprenez la responsabilité de vous, ce qui vous appartient. Faites confiance aux autres. Enlevez-vous cette pesanteur-là, ce stress-là et cette anxiété-là. Et rassurez-vous que les gens qui sont autour disent aux personnes âgées, aux personnes qui sont en résidence, que personne ne les a abandonnés, qu'on vit une pandémie, que tout le monde est isolé et que les choses vont revenir éventuellement. Et si c'est la peur des chutes, parce que je vois qu'il est écrit en dernier, bien, il faut installer les ressources adéquates. Utiliser des cannes, un déambulateur, marchette, installer des rampes d'appui, fauteuil roulant. C'est important, ces choses-là ont été inventées pour être utilisées pour vous rendre service. Et souvent, je vois les gens paniquer quand ils voient qu'éventuellement, ils vont utiliser un fauteuil roulant. Si quelqu'un est capable de se lever un petit peu et de se tenir sur ses genoux, sur ses jambes avec appui et avec de l'aide de physique d'une personne ou d'un appui, d'une barre d'appui, bien, on peut le faire un peu et faire soi-même des transferts au fauteuil roulant. Ce n'est pas un abandon de tous vos muscles. Et il faut les entretenir le plus longtemps possible. Et je vous comprends, c'est pas facile. On perd du pouvoir sur soi, puis personne ne veut ça. Alors, mais faites confiance que les bonnes personnes sont autour de vous au bon moment pour faire les bonnes choses. Ce que je voulais aussi, maintenant, on parle des douleurs chroniques. Ça peut être associé à des états émotifs, comme le stress ou les inquiétudes. Ce qui est important, c'est de se dire que toutes les douleurs que la personne ressent ou que vous ressentez, ça apparaît pas seul. Soit que cette douleur-là est amenée par une émotion intense. Et c'est important, il faut toujours les écouter. Parce que peu importe, même souvent on entend ah oui, c'est psychosomatique. Peu importe. Tout ce que ça nous dit, la douleur, c'est que quelqu'un a besoin d'aide. Que vous soyez l'aidant, que vous soyez l'aidé. C'est important d'écouter qu'est-ce qui est associé à la douleur.
si c'est une douleur physique ou une douleur de vivre, à quoi c'est associé et comment on peut ouvrir des portes ou offrir des solutions à la personne. Des fois, là, même si vous savez que, bon, la personne est inquiète, c'est beaucoup d'anxiété, elle a des médicaments pour ça, mais elle va quand même, vous rapporter à avoir des douleurs physiques. Mais un peu masser un peu, les genoux, le bras, parler doucement, laisser la personne verbaliser, ça peut aider à soulager. Pensez à des choses simples comme, l'aromathérapie, un bain chaud, puis là, on va s'en parler dans une prochaine rencontre. Il faut éviter de se toucher pour pas se contaminer. Donc, mais là, quand vous êtes dans une démarche d'aidant avec un aidé, on utilise des protections supplémentaires. Mais si vous étiez déjà à la maison ensemble, il n'y a pas de problème, vous continuez ce que vous faisiez avant. Mais ce qui va être important, ça va être de trouver comment se rassurer physiquement parce qu'on est des êtres humains. L'être humain a besoin de contact physique. Alors, il va falloir trouver d'autres solutions et on va s'en parler. On va parler d'automassage, de techniques pour se faire du bien. Alors ça, on va revenir là-dessus. Donc, je vous rappelle, reconnaître la douleur, c'est très important, peu importe qu'est-ce qui a amené cette douleur-là. Au niveau des interventions, parce que, comme d'habitude, je ne veux pas vous laisser avec juste parler d'un problème, on va trouver des solutions ensemble. Alors, c'est de réinstaller des bonnes habitudes de vie. Ça va aider à limiter l'anxiété. Essayez d'avoir un rythme régulier de sommeil. Quand les nuits, on essaie d'avoir des nuits les plus longues possibles, là, d'avoir un 6 à 8 heures. Pour différentes personnes, ça peut être suffisant, mais référez-vous à ce que vous avez toujours besoin. Il y a des gens, 5 heures, c'est assez. Moi, je peux vous dire que 8 à 10 heures, c'est pas mal plus dans ma gamme. Mais ce qui est important, parce que présentement, on a parlé d'insomnie, de choc post-traumatique, d'anxiété. Quand quelqu'un ne dort plus, se réveille la nuit, ce qui est important, c'est de ne pas prendre l'habitude de se lever. Si vous prenez l'habitude de vous lever, d'aller ouvrir télévision, iPad, radio, c'est foutu, là. Vous allez installer un style de vie, vous installez dans votre corps des situations que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas que votre corps vous dise: «Ah, nous, on s'éveille la nuit pour écouter la télé». Vous voulez que votre corps vous disent: «Nous, la nuit, on dort». Bien, c'est important et faites attention de ne pas renverser, de dormir le jour pour compenser et être éveillé la nuit. Votre corps, il a besoin de X temps de sommeil. Ce X temps-là, si vous le changez dans le 24 heures pour le faire de jour, votre corps a été satisfait et pourquoi il dormirait la nuit? Alors, faites attention à ça. Essayez de, si vous vous réveillez la nuit et que vous avez de la difficulté à vous rendormir, pratiquer des techniques de respiration, de yoga, des techniques comme s'étirer de tout son long, relâcher, euh, des, aussi dans votre tête, chanter tout le temps la même ritournelle, ça va vous endormir, comme on dit compter les moutons, mais ça marche plus ou moins. Le jour, pratiquez des activités physiques le plus régulièrement possible. Si vous êtes un aidant, habituellement, vous êtes sollicité pour bouger beaucoup, beaucoup. Alors, peut-être qu'il vous manque du temps pour vous. Alors, essayez d'avoir un moment où vous faites un exercice qui est pour vous. Ça peut être danser, ça peut être, écoutez, là, soyez créatifs, là. Ce qui est important, c'est que vous choisissez une situation de bien-être à vous pour faire un exercice physique. J'entendais un humoriste l'autre fois dire, lorsqu'il est en tournée et qu'il ne peut pas faire tel exercice, qu'il avait développé de se préparer un 30 minutes de musique et pendant ce très dynamique, et pendant ce 30 minutes-là, il danse n'importe comment tout seul dans sa chambre d'hôtel et que ça lui donnait une satisfaction physique euh, aussi bonne que s'il avait fait de l'exercice dans une salle d'entraînement ou du jogging. Alors, trouver des moyens comme ça peut-être qui peuvent vous faire du bien. Évitez tout ce qui est excitant, les boissons énergisantes. Cannabis, même si on dit que ça va amortir les gens, il y a quand même une phase après qui va faire qu'on revient vers l'état normal qui va vous donner une impression d'excitation. L'alcool,
et toutes les autres drogues, les médicaments. Faites attention de ne pas vous mettre à dire ah ben je vais prendre un comprimé de plus, mais vérifiez auprès de la pharmacie ou du médecin. Qu'est-ce que ça fait si vous faites ça? Est-ce que ça peut créer justement à votre corps une dépendance ou une excitation? Même si c'est un médicament qui est calmant, de le doubler, ça peut amener un effet secondaire différent. Alors, soyez vigilants pour ça. Et ce qui est important, c'est de se sentir épaulé. Quand l'anxiété est forte, ne vivez pas ça seul. Parlez-en, dessinez-la, cette anxiété-là, bougez-la, euh, mettez des mots là-dessus, un sens à ça. Essayez de trouver qu'est-ce qui peut vous faire du bien. Comme aidant, on le disait tout à l'heure, communiquer avec la ligne info aidant. Parlez-en. Je suis hyper anxieux, j'ai besoin d'aide pour récupérer quelque chose un état plus stable. Les gens vont vous écouter. C'est pas obligé, si vous appelez info aidant, d'être un besoin, comment je pourrais dire, d'une ressource X qui vous amènerait de l'aide à domicile ou des choses comme ça. Ça peut être aussi parce que vous avez un moment où vous êtes désorganisé puis que vous cherchez de l'aide ou une ressource. Des lignes d'écoute aussi, vous pouvez appeler, parler et ça va vous faire du bien. Alors, pensez à tous ces phénomènes-là. Donc, vous pouvez aussi, par rapport à l'anxiété, aller vers une prise en charge, on appelle une prise en charge psychologique, dans le fond, entreprendre une démarche avec un psychologue. Présentement, pour la période de pandémie, bien sûr que les rencontres individuelles ou de groupe sont limitées, mais il y a beaucoup de choses qui existent par Internet et par téléphone. Alors, c'est important de vous informer de cette situation-là. Ne pas avoir peur d'aller demander une aide pharmacologique. C'est pas nécessairement toujours, on va pas toujours vous diriger vers un médicament qui va vous obliger à en prendre d'une façon régulière et pour le restant de vos jours. Ça peut être des choses très simples qu'on va vous proposer qui vont être pour une certaine durée de temps et qu'après, vous allez pouvoir laisser ce produit-là sans problème. Bon, on a parlé un petit peu tantôt du stress et de l'anxiété. Maintenant, par rapport à la dépression, c'est des petits trucs très simples, excusez-moi. Alors, la personne qui souffre de dépression va avoir des ruminations, donc va avoir des pensées qui sont orientées vers le passé. Avant, j'étais capable de faire ci, j'étais capable de faire ça, et on se diminue sur le aujourd'hui. Je suis plus capable, j'ai besoin de plein de monde. En plus, là, je viens de vous dire d'aller chercher de l'aide. Ça va être perçu comme une diminution de vos capacités. C'est pas ça, là, du tout. Les êtres humains, l'être humain est fait pour vivre en groupe et ce n'est pas pour rien. C'est que les forces de chacun contribuent à amener l'autre à un état meilleur ou au meilleur de lui-même. Chacun a des expériences différentes et on est des co-apprenants. Donc, ce que je sais, je vous le partage, ça vous permet de faire un petit bout de plus. Ce que vous savez, vous le partagez à un autre, ça permet à cette autre personne d'aller un peu plus loin. Alors ça, c'est important. C'est comme ça que l'être humain vit et apprend. Alors donc, la personne qui a une tendance dépressive va être tournée vers le passé. Et par rapport à l'anxiété, c'est le futur qui est inquiétant. Qu'est-ce qui va arriver? Le devenir est préoccupant. Quand on a le sommeil difficile, ah bon, je savais, j'avais une diapo là-dessus. Alors, la difficulté de sommeil, quand on a un trouble anxieux ou qu'on est dépressif, hein, dans l'insomnie, on va revoir nos choses du passé, donc on a une tendance dépressive. Dans l'insomnie, on est inquiet pour demain, après-demain, donc on est dans l'anxiété. Excusez-moi. Et il ne faut pas oublier que dans le trouble du sommeil, peut avoir un problème qui est physique, des douleurs, de l'apnée du sommeil. Ça peut être aussi des problèmes, bon, des rhumes. Voilà. En conclusion, donc là, je vous ramène tout ça. Rappelez-vous que l'anxiété, ça peut être positif, c'est un mécanisme de défense et vous avez des moyens simples pour y intervenir. Donc,
rappelez-vous que vous énerver, ça va juste augmenter l'anxiété. Alors, essayez de reprendre votre souffle, vous détendre, essayez de vous concentrer sur qu'est-ce qui se passe présentement. Pas votre émotion, regardez l'événement. Est-ce que l'événement, bon, est-ce qu'il y a vraiment à l'extérieur de chez moi quelque chose de dangereux? Non. Mais quand je regarde par la fenêtre, je suis inquiet. Je suis inquiet de quoi? Qu'est-ce qui se passe dehors? Rien. J'ai juste peur que cet environnement-là change. OK? Donc, je suis dans mon anxiété. C'est mon émotion qui m'amène à ça. Alors, de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est le rationnel, qu'est-ce qui est l'émotif, ça va vous aider à baisser un petit peu cette anxiété-là. Ça ne l'enlèvera pas parce que vous devez répondre à cette peur-là qui s'est installée. Vous devez lui dire, l'amener au rationnel tranquillement. Lorsque vous vous apercevez qu'il y a une baisse de rendement intellectuel, vous avez de la difficulté à vous concentrer, vous avez de la difficulté à lire, à faire un mot croisé ou faire un casse-tête, n'abandonnez pas vos activités, donnez-leur moins de temps et le reste du temps, pardon, pratiquez du yoga, de la méditation, des respirations, allez faire un peu d'exercice physique, ça va vous aider à apaiser l'anxiété. Bon, présentement, les activités de groupe, on va laisser faire, mais comme je vous disais tout à l'heure, l'être humain est fait pour vivre avec d'autres êtres humains. Alors, peut-être que si vous êtes dans l'anxiété, si vous êtes un aidant, puis que vous avez un ou des aidés autour de vous, bien, arrêtez donc tout quelques minutes, puis allez juste jaser avec la personne ou juste vous asseoir, parce qu'il y a des situations où parfois les gens ne parlent plus, juste vous asseoir à côté, vous bercer un peu, lui prendre la main ou puis mettez quelque chose pour qui vous rassurer, quelque chose sur vos épaules ou amener un toutou à l'aider ou un animal, si vous avez un animal à la maison, ça va vous aider à baisser l'anxiété. Gardez autour de vous des choses qui vous sont familières. Si pour des raisons ou pour une autre, vous devez quitter votre domicile ou votre aidé, euh, essayez de garder des éléments familiers. Pensez, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? On a le réflexe de leur donner une doudou ou un objet qui leur appartient, qui appartient à l'odeur des parents ou de la maison. On le fait même avec nos animaux, mais c'est pas parce qu'on est des personnes adultes ou vieillissants qu'on n'a pas besoin d'être assuré. On a besoin d'être assuré toute notre vie, voyons. Alors, ça peut être des choses très simples ou un vêtement confortable. Présentement, tout le monde dit pendant la pandémie qu'il porte des vêtements mous à la maison. Pourquoi? Parce qu'on veut être confortable dans tout ce qu'on vit. C'est des choses banales, là, mais c'est ça. Il y a aussi que pour certaines personnes, faire une rétrospective de sa vie, ça fait baisser l'anxiété. Surtout là, quand on parle dans un cheminement de fin de vie ou une personne vieillissante dont on sait qu'il y a une fin qui se rapproche, même si ce n'est pas nécessairement dans un soin palliatif. Je pense présentement à des gens qui ont plus de 90 ans qui pourraient se dire, ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors, ça pourrait calmer leur anxiété, ces personnes-là, de se dire, OK, là, j'ai fait tout ça de ma vie, mon chemin est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai le goût de faire avec ce qui reste? Parce que vous avez encore des capacités et vous avez encore des choses que vous pouvez faire. On a la capacité d'avoir du pouvoir sur notre vie, on a du pouvoir sur notre vie, excusez-moi, jusqu'à notre dernier souffle. Je sais, je l'ai déjà dit, je le répète, et j'y crois fondamentalement. Ah, petite bibliographie. Alors, si vous voulez avoir le PowerPoint ou le contenu ou la bibliographie, écrivez-moi. Donc, vous voyez ici, vous avez l'adresse du site Internet de l'Association bénévole. Vous avez mon adresse email, mon courriel à l'Association bénévole. N'hésitez pas à l'utiliser. Et ce que je vous avais parlé, ici en bas, vous avez l'appui Capital National, la ligne Info Aidant. 1-855. Partout dans la province de Québec, on utilise ça. 1-855. Ce n'est pas un interurbain. 852-7784. 4, pardon. Et c'est 7 jours sur 7 pendant la pandémie, de 8 heures le matin à 8 heures le soir.
Et je vous dirais que 9 fois sur 10, vous parlez tout de suite à une personne, à un être humain. Ce n'est pas une boîte vocale. C'est très rare. Et quand c'est une boîte vocale, le retour d'appel est assez rapide. Alors, je vous dis, moi, c'est depuis que je connais cette ressource-là, moi-même comme aidante, je l'ai déjà utilisée et même comme intervenante, je l'ai utilisée. C'est vraiment la ressource idéale pour tous les proches aidants. Alors voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la première semaine du mois de mai. On va pouvoir se revoir et je vais vous parler du choc post-traumatique. Donc, c'est un rendez-vous. À bientôt. En attendant, s'il y a quoi que ce soit, vous avez les ressources en place. Merci et faites-vous confiance. Au revoir.